Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce matin, le président du Conseil européen est en visite officielle à Dakar. Charles Michel a été reçu par le président de la République. Plusieurs axes de coopération ont été évoqués en vue de consolider le partenariat dynamique entre l'Europe et le Sénégal. La Sierra Leone renforce aussi son partenariat avec le Sénégal. Le Premier ministre Mohamed Juldeh Diallo a été reçu par son homologue Ousmane Sonko. Les deux pays vont réactiver les commissions mixtes afin d'intensifier les échanges commerciaux. Dans le dossier de ce matin, nous aborderons la reddition des comptes annoncée par le chef de l'État. Désormais, c'est la transparence dans la gestion des ressources et des deniers de l'État qui va prévaloir. La parole aux experts dans ce journal. L'édition 2024 du Dakar de Médina Gounass se prépare activement. La cité attend beaucoup de fidèles, l'une des communes les plus peuplées de Kolda avec ses 100 000 habitants. Médina Gounass est aujourd'hui dans une nouvelle ère. Le président du Conseil européen est en visite officielle à Dakar. Charles Michel a été reçu par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Les échanges ont porté sur la nécessité pour l'Europe d'accompagner la réalisation du programme pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Un partenariat rénové dans plusieurs domaines de coopération, notamment l'eau, l'énergie, le numérique, l'agriculture, pour ne citer que cela au Marninga. L'Europe multilatérale consolide ainsi ses relations avec le Sénégal. En accueillant le président du Conseil, Charles Michel, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans la continuité d'une amitié fraternelle avec l'Union européenne. Ce partenariat dynamique qui touche des domaines importants sera cependant adossé à la vision que le président Bassirou Diomaye Faye met en œuvre avec son gouvernement. Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection. Féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes voeux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. C'est donc le projet d'un Sénégal souverain porté par une économie endogène qui sera en exergue. La coopération avec l'Union européenne sera adossée à ce référentiel. Nous avons eu l'occasion, effectivement, d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre. Et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter
apporter des améliorations de part et d'autre afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. D'autres sujets d'intérêt commun ont été abordés comme la situation sécuritaire dans le Sahel. Le président Bassirou Diomaye Faye et le président du Conseil Charles Michel sont conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liées. Voilà donc le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a été reçu hier par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Voilà, c'était la feuille d'audience du président de la République. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu hier le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Julde Diallo. La séance de travail entre les deux hommes met en exergue une coopération consolidée. Les deux pays veulent réactiver les commissions mixtes pour passer en revue tous les accords et redynamiser le partenariat dans le domaine des mines, de la souveraineté alimentaire et énergétique. Le compte-rendu de Aram Dawa. Un jalon de taille dans la coopération avec le Sénégal. Le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Julde Diallo, en séance de travail avec le Premier ministre Ousmane Sonko pour consolider les acquis d'une coopération multiforme. Audience voulue par le président de la République que le vice-président a déjà rencontré. D'abord, je suis très content. D'abord, la connaissance de tous les accords précédents, la connaissance des premiers ministres sur les accords précédents entre la Sierra Leone et le Sénégal. Et je suis aussi très satisfait de ces idées parce qu'on a abordé plusieurs sujets. On a abordé le sujet des échanges des expériences, des partages des expériences et aussi des nouvelles perspectives, surtout dans la question de souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique et aussi les possibilités de créer un hub minéralier. Bon, surtout, je suis très content, très ravi de voir la connaissance qu'il y a sur ces dossiers-là. C'est que la séance de travail a permis de revisiter le passé et de passer en revue les différents accords. Le potentiel est énorme. Vous savez qu'avec la République de Sierra Leone, le Sénégal entretient des relations très profondes, des accords de coopération depuis le premier accord, celui de 1971 sur la coopération culturelle, le second accord de 1978 sur la coopération dans le domaine du trafic aérien et le dernier accord de 2008 qui a instauré la commission mixte paritaire qui malheureusement ne s'est pas régulièrement réunie. Regretter mutuellement en tout cas que malgré ces accords, la coopération n'ait pas été suffisamment développée. Et vous savez très bien que nous avons une conception à la fois souverainiste et panafricaniste de ce que doit être notre politique. Le président de la République l'a régulièrement rappelé lors de toutes ses sorties. La souveraineté touche aussi le secteur des mines. La Sierra Leone est un pays réputé dans la production de minerais.
dont le fer. Et ce fer est exploité et exporté pour être transformé hors de Sierra Leone. Nous considérons aujourd'hui qu'avec la découverte et bientôt les premiers mètres cubes de gaz au Sénégal et ce potentiel au niveau de la Sierra Leone, une bonne coopération pourrait permettre aux deux pays de mutualiser et de transformer ici, entre le Sénégal et la Sierra Leone, et évidemment de créer beaucoup de valeur ajoutée pour nos deux États. Ce n'est pas des choses extrêmement compliquées, il faut de la volonté politique et nous constatons que de part et d'autre, en tout cas aussi bien du côté du président Madabio que du président Bassirou Diomaye Faye, cette volonté existe. Une autre volonté, réactiver la commission mixte pour passer en revue les accords. Et le souhait, monsieur le vice-président, c'est qu'on puisse la tenir courant cette année même, 2024. Ce sera à Freetown ou à Dakar et ça nous permettra de les réactualiser, mais surtout de pouvoir impulser cette nouvelle dynamique que nous souhaitons avec la Sierra Leone. La sécurité, la recherche scientifique, la formation sont également dans le portefeuille à exploiter. Le Sénégal et la Sierra Leone s'ouvrent donc des perspectives prometteuses. Voilà donc Mohamed Julde Diallo qui était l'envoyé spécial du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko. Hydrodiplomatie, l'OMVS met l'accent sur la formation des personnels qui gèrent des bassins en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal reste un bel exemple de coopération entre plusieurs pays. Lamine Touré. L'hydrodiplomatie est une coopération bilatérale dans la gestion des eaux transfrontalières. Cette nouvelle forme de gouvernance des ressources en eau est aujourd'hui source de tensions, surtout dans un contexte de dérèglement climatique. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et ses partenaires techniques et financiers se lancent dans la formation du personnel des organismes des bassins africains sur cette gestion collaborative. Bien que des accords et mécanismes de coopération existent dans plusieurs grands bassins, la coopération transfrontalière reste néanmoins fragile. Pour contribuer à renforcer cette coopération, il est important de développer en Afrique des formations en hydrodiplomatie, formations destinées aux futurs diplomates et politiques impliqués dans la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique. L'hydrodiplomatie est donc un mécanisme de pacification et d'anticipation sur les enjeux liés aux eaux transfrontalières. Ailleurs en Suisse, aux États-Unis et aux Pays-Bas, ce programme y est dispensé. En Afrique, au-delà de la pédagogie qu'elle offre, l'hydrodiplomatie permettra à ses participants d'identifier les besoins prioritaires dans le secteur. Il devient impératif que nos pays africains mettent en œuvre des programmes similaires en s'inspirant des expériences réussies. À titre d'exemple, transformer la gestion de l'eau et les tensions qu'elle peut engendrer en un facteur de rapprochement et de stabilité est un pari de la diplomatie bleue prônée par la Suisse. Je tiens également ici à saluer le leadership du Sénégal pour son rôle précurseur dans l'hydrodiplomatie à travers différentes initiatives à l'échelle mondiale et à l'échelle africaine. Dans cette dynamique de partage d'expérience, l'OMVS est disposé à mettre sur la table son expérience dans la gouvernance démocratique des ressources en eau. Notre organisation, l'OMVS, est citée comme exemple réussi de coopération régionale. La gestion conjointe du fleuve Sénégal par l'OMVS a permis une collaboration pacifique sur de nombreux projets au bénéfice de nos populations. D'autres organismes de bassin africains, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, peuvent être considérés par leur approche adaptée à des contextes régionaux spécifiques comme étant précurseurs. Les conclusions de cet atelier sont fortement attendues. Elles devront permettre, entre autres, l'élaboration d'un programme de formation en hydrodiplomatie destiné aux étudiants inscrits en relations internationales. Ceci dans le but d'améliorer l'offre en ressources humaines dans le domaine. Toujours dans le domaine de l'hydraulique, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a réservé sa première sortie au chantier de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles et à l'usine des eaux de front de terre, accompagné de ses directeurs généraux et également des autorités de la SONES et de SEN'EAU ainsi que des autorités administratives. Cheikh Tidiane Dièye a réaffirmé l'engagement de l'État pour une bonne gestion des ressources en eau du Sénégal. Kaltom Gueye.
Aussitôt installé et déjà à l'œuvre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur les chantiers de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles pour marquer le début de l'exercice de ses fonctions. Vous savez que cette usine a pour vocation d'augmenter la capacité de SONES et SEN'EAU ici à Dakar, avec un premier approvisionnement ou ajout dans le réseau de 50 000 mètres cubes jour lorsque la première phase se terminera. Et dans une deuxième phase prévue au-delà de 2027, il y aura également 50 000 mètres cubes qui seront réinjectés, ce qui fera 100 000 pour cette usine de dessalement. Les travaux sont en cours. 2 phases composent ce projet, la station de pompage et celle de traitement. À terme, ce projet vise à sécuriser et à diversifier l'alimentation en eau de Dakar. Non loin de l'usine de dessalement, le ministre a eu l'occasion d'assister à une séance de pose de conduite avant d'enchaîner à l'usine des eaux du front de terre, communément appelée Point B, et dont la création remonte en 1966. Nous avons aussi visité ce qu'on appelle le Point B, qui est un point extrêmement important, névralgique, qui gère quasiment toute l'eau qui est distribuée à la population de Dakar, une bonne partie de la population en tout cas, qui reçoit l'eau qui vient du lac de Guiers, mais également de plusieurs autres forages tout au long du chemin et qui les traite. Nous avons vu une technologie de pointe. Une technologie de pointe avec un système de programmation et de supervision dénommé Visioproduction, toute une architecture informatique et logistique spécifiquement dédiée à la gestion de l'eau au Sénégal. L'eau n'est pas seulement un droit humain fondamental conforme à l'objectif 6 des ODD, des objectifs de développement durable, mais nous voulons faire de l'eau la première ressource et le premier prérequis ou l'impératif de développement et de la relance des secteurs, notamment le secteur agricole et industriel. Le ministre a bouclé sa visite au siège de la SONES, Société de patrimoine, et de la SEN'EAU, Société d'exploitation, 2 structures qui, en synergie, concourent à l'approvisionnement de l'eau dans les cités urbaines. En marge de sa première sortie sur le terrain, Cheikh Tidiane Dièye est revenu sur la question des audits et de la reddition des comptes qui agite l'actualité. Selon lui, le gouvernement accorde une importance capitale à la transparence dans la gestion des ressources de l'État. Les grands contrats relevant de son département seront scrutés par des experts. Nous écoutons le ministre. J'ai dit que les audits permettront de tirer tout cela au clair. Ces audits sont une surpriorité. Tout le contrat d'affermage sera posé sur la table et revu. Les contrats de performance seront revus. Nous savons qu'il y a un problème d'équilibre financier dans le secteur, à la fois pour SONES et pour SEN'EAU. Le gouvernement attache beaucoup de prix à l'équilibre de ce secteur et à la survie de ces structures publiques. Et tout ce qu'il faudra faire, les efforts importants seront consentis pour pouvoir les aider. Voilà, Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'eau et de l'assainissement. C'est une promesse électorale aujourd'hui, une exigence. Il s'agit de la reddition des comptes. Que va donc faire le gouvernement pour respecter cet engagement? Va-t-on vers une gestion encore plus transparente? Quel rôle aura l'OFNAC? C'est le dossier de cette édition avec Ibrahim Ndong. La locomotive de la transparence, doublée d'un triptyque, Djoub Djoubanti Djoubal. L'objectif est de placer le curseur sur les principes de la bonne gouvernance. Voici le viatique du nouvel homme fort du palais. Une conduite que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte mettre en œuvre pour gouverner le Sénégal. En attestent les décisions du communiqué du Conseil des ministres du 17 avril 2024. Et là, je fais allusion aux différents ministres qui sont aujourd'hui dans une obligation de faire application de ce principe de gestion axée sur le résultat et sur le fait qu'impérativement, ils doivent faire application de l'ensemble des principes de bonne gouvernance, surtout le principe de transparence. Donc, la publication de ces rapports est très bien accueillie par le Forum civil et nous pensons également par le peuple sénégalais. Reste maintenant à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Les Sénégalais à qui on a donné des ressources publiques et qui l'ont géré en commettant des fautes de gestion ou bien en commettant des infractions pénales
je pense que nous nous suggérons que la justice fasse son travail. Ce qui doit être sanctionné négativement pour faute de gestion que la loi, que les corps de contrôle le fassent. Ce qui doit également être sanctionné par la loi pénale, que la loi également, ou bien que les juridictions le fassent. Je pense que ça également, c'est des mesures que nous attendons du président de la République, que nous attendons également des corps de contrôle. Parlons justement de ces rapports. Le président a intimé l'ordre à tous les corps de contrôle de faire la publication de ces 5 dernières années, c'est-à-dire de 2019 à 2023. À l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, le président rassure. Nous sommes en train de nous y atteler. Et je peux vous assurer que les délais impartis par M. le Président de la République seront respectés. Et que donc, à la date qui nous est impartie, tous les rapports seront publiés. Rendez-vous fin avril donc pour respecter les délais, car l'OFNAC a déjà publié ses rapports de 2019 à 2021. Rappelez que c'est dans cette dynamique de lutte contre la corruption que les pouvoirs de l'OFNAC ont été renforcés. Qui résulte d'un plaidoyer des partenaires au développement, de plaidoyer de la société civile, de plaidoyer de l'ensemble des acteurs intéressés à la lutte contre la corruption. Donc tous les acteurs de l'intégrité ont estimé que pour que l'OFNAC puisse vraiment déployer son potentiel, il fallait que ses pouvoirs soient renforcés. C'est pour cela que le législateur a estimé qu'il fallait donner à l'OFNAC le pouvoir de garde à vue et d'autres pouvoirs d'enquête supplémentaires. Ceux qui s'opposent à l'intégrité pensent que l'OFNAC a plus de pouvoir. Monsieur le Président de la République a rassuré en disant que l'OFNAC doit être renforcé. Et ça, c'est très rassurant pour la lutte contre la corruption. Renforcer les pouvoirs de l'OFNAC pour mieux accomplir ses missions. Car avant le vote de la loi numéro 2022-2023, modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création OFNAC, il fallait faire la différence entre les rapports d'activité annuels et les rapports d'enquête, estampillés confidentiels. Les rapports d'enquête de l'OFNAC sont des rapports destinés au procureur de la République. On ne parle même pas de rapport d'enquête au singulier, on parle de rapport au pluriel. Parce que dans l'année, l'OFNAC peut mener plusieurs enquêtes. Et au terme de ces enquêtes, l'OFNAC dépose ce document auprès du procureur, qui est le maître des poursuites. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle le rapport d'activité annuel. Le rapport d'activité annuel agrège toutes les activités, toutes les actions qui ont été menées par l'OFNAC. Département prévention, département déclaration de patrimoine, département enquête et investigation, ou enquête simplement. Une lutte efficace contre la corruption. C'est d'ailleurs ce qui justifie la stratégie nationale de lutte contre la corruption initiée par l'ancien régime du président Macky Sall. C'est une stratégie qui avait été décidée par le président de la République, qui a dit que l'ensemble des acteurs de la lutte contre la corruption, conformément aux stipulations de la Convention des Nations Unies contre la corruption, devraient avoir un cadre fédérateur pour mieux lutter contre la corruption. Parce que si les interventions sont dispersées, ça c'est à l'avantage des délinquants financiers. Et c'est ainsi qu'il avait à l'époque donc décidé de confier à l'OFNAC le soin de piloter l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, une demande est sur toutes les lèvres, les 1000 milliards de la Covid-19. On a tendance à parler des 1000 milliards. Mais imaginez-vous le nombre de structures qui, dont le rapport n'a pas été publié depuis 2019 jusqu'à maintenant. Si on cumule le budget des différentes structures, dépasse les 1000 milliards. Autrement dit, nous, au niveau du Forum civil, on met sur la balance le rapport Covid-19 sur les 1000 milliards, mais également les différents rapports qui ne sont pas encore publiés par les corps de contrôle. Autrement dit, de la même façon qu'on demande qu'il y ait une redevabilité, qu'il y ait une réduction des comptes sur les 1000 milliards, parce que là également, il faut le dire, la vérité est que si ce n'était pas les partenaires techniques et financiers, il n'y aurait pas en réalité un audit de ces 1000 milliards, parce que c'est une conditionnalité des partenaires techniques et financiers qui ont dit, durant la période Covid, on va vous donner de l'argent, mais gardez les factures parce que demain, il y aura un contrôle a posteriori. D'où la nécessité de bien gérer les deniers publics, surtout dans un contexte marqué par l'obligation des contrats de performance.
La vision des nouvelles autorités est donc claire, une gestion rationnelle des ressources pour être en phase avec une gouvernance sobre, axée sur le résultat. Et ce n'est pas une question que l'on évoque seulement dans les coulisses de l'État. Pour le citoyen lambda également, la reddition des comptes doit être dans l'ordre normal des choses. Nous écoutons les avis de quelques Sénégalais. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. C'est dans le cadre de la bonne gouvernance qu'ils ont fait la campagne, ils ont mené la campagne électorale. C'est pour cette raison que aussi, je crois que l'électorat, la majorité des Sénégalais ont voté pour eux, pour les nouvelles autorités. Je crois qu'il est très normal de procéder, de respecter les promesses qu'ils ont tenues pendant la campagne électorale. Si. Donc selon vous, c'est une suite logique? C'est une suite logique et normale. C'est une suite logique parce que l'argent, c'est l'argent du contribuable. Si. C'est notre argent. Bon, on doit rendre compte les Sénégalais comment on a dépensé l'argent des Sénégalais. Je crois que c'est le plus normalement possible. C'est une très très bonne initiative par rapport à ce qui se passe dans ce monde actuellement. Vraiment, bon, s'ils arriveront à mettre la main sur ces dernières dénis-là, vraiment, ça fera du bien pour la population, quoi. Donc, vraiment, c'est à encourager, quoi. Ils sont bien partis pour le moment. Selon les débuts, quand même, on peut dire que bon, c'est une bonne initiative, quoi. Bon, on verra ce qui va se passer, quand même. C'est pas la peine de commencer et arriver au moment que bon, on annule tout, mais on oublie tout, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi, en Afrique, quoi. Il n'y a jamais de suivi. Vous voyez, il n'y a jamais de suivi. Une fois que bon, on attaque, 1 ou 2 personnes, on arrête. Or que bon, il faut aller jusqu'au mur. Il faut une profonde enquête. En plus, il faut que justice soit faite en plus. Parce qu'on ne peut pas attribuer l'argent du contribuable comme ça et finir sans rien, quoi. C'est pas possible. On doit, dans ce pays-là, on doit mettre les choses en ordre. L'argent du contribuable, c'est pour tout le monde. On ne peut pas le laisser pour un groupe accaparer ce qui appartient à tout le monde. Voilà, et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Focus à présent sur la cité religieuse de Médina Gounass qui prépare activement le Dakar, édition 2022-2024 avec une population estimée à plus de 100 000 habitants. Médina Gounass est aujourd'hui l'une des communes les plus peuplées de la région de Kolda. C'est une localité qui a été créée par le guide religieux Thierno El Hadj Mamadou Seydou Ba, autrement dit le père de l'actuel khalife Thierno Ahmad Tidiane Ba. Médina Gounass, nous sommes dans le département de Vélingara, région de Kolda. Cette cité religieuse a été créée en 1936 par Thierno El Hadj Mamadou Seydou Ba, le père de l'actuel khalife général. À l'époque, cette contrée était hostile à l'homme. Il n'y avait presque personne dans la zone. Le chef de canton, à l'époque, c'était un certain Yoro Djenaba Sabali. C'était lui qui avait aidé le vieux à s'installer ici. Il y a un grand arbre qui est là. Quand il est venu, il s'est assis sur cet arbre-là. On l'appelle Tchékéwi. Il y a la mosquée là où se trouve actuellement l'emplacement de la grande mosquée. C'est là où repose le fondateur, c'est Ali Moussédou. Ensuite, il y a un marigot qu'on appelle Kosovo, qui était très distant de la ville. Après la création de la cité religieuse, le marabout va émettre l'idée du Dakar en 1942. Le Dakar, un événement religieux unique en son genre, une retraite spirituelle d'une dizaine de jours en pleine brousse, loin de tout confort mondain et loin des soucis de la vie. Ce sont les hommes qui font la cuisine. Les femmes n'y accèdent pas. On se consacre à Dieu. Du question jigéen yi bokkuñu ci diine
Si les femmes ne vont pas au Dakar, ce n'est pas parce qu'elles ne font pas partie de l'islam. Non, loin de là. C'est Dieu le Tout-Puissant lui-même qui a demandé à ce que les hommes ne se mettent pas ensemble avec les femmes quand il s'agit de l'islam. Peut-être que le Dakar n'aurait pas la même réussite, la même signification avec les femmes. Thierno El Hadj Mohamed Saïd Ba est également à l'origine de la création de plus d'une vingtaine de localités peuplées aujourd'hui par des populations venues de toute la sous-région. Il y a par exemple Madina Touat, Rabat, Darul Hidrati, Barakatou, Taïbatou, Islam et des dizaines d'autres villages. Depuis lors, que ce soit la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, Mali, des gens sont venus de partout pour s'installer ici au nom de l'islam. 82 ans après sa création, le Dakar de Médina Gounass a fini aujourd'hui de s'imposer comme l'un des événements religieux incontournables du Sénégal, voire même de la sous-région. Pour cette année 2024, il est prévu du 27 avril au 6 mai prochain. Un homme, un Peul qui joue un instrument traditionnel Diola mieux que quiconque, il faut aller au sud du Sénégal pour le rencontrer. Abdoulaye Diallo, natif du Kassa de Mère Diola, a facilement adopté et maîtrisé le ekonkin. Ekonting, j'y arrive, une sorte de guitare longue de 1,30 m environ, avec lequel donc il joue et chante les belles dames de son enfance. Michel Mendy l'a rencontré. Avec son instrument dans son salon, Abdoulaye Diallo chante les éloges d'une très belle femme, une femme qu'il a rencontrée au cours de sa vie et qui l'a beaucoup marqué par sa beauté et de son élégance. Ça parle d'une femme qui est très jolie, qui fait la danse traditionnelle, mais des femmes. Elle est élégante, jolie, mais elle danse bien. Les Kontings est son compagnon depuis l'enfance, d'un père Peul et d'une mère Diola de Hitou. Abdoulaye Diallo a très tôt appris à jouer cet instrument. Bon, j'ai dit, moi je suis Peul. Et je vais apprendre la culture de ma maman, de mes oncles, Diola. Bon, comme je suis dans ce secteur, j'ai commencé à jouer à partir de 15 ans. Mais c'était pour mon plaisir et le plaisir de ma maman. Contrairement au bombolon, le konting était réservé aux cérémonies funèbres, mais avec ses mélodies festives, il est aujourd'hui utilisé lors d'événements heureux. Le bombolon, c'est à part, c'est pour la lutte traditionnelle. C'est là où les gens vont montrer leur force, leur orgueil et leur tradition aussi. Parce que le bombolon renforce les jeunes à devenir plus virils. Le konting, avant, quand il y a un décès, on amène le konting pour implorer Dieu. Mais c'était le moment de Dieu que maintenant, ils ont changé. Ils ont dit que c'était le moment de Dieu, donc on l'écarte. Maintenant, s'il y a des festivités, le konting joue. Si tu aimes une fille, tu crées une chanson pour elle, pour qu'elle soit contente. Alors c'est à partir de là maintenant que le konting est devenu populaire dans le Kassa. Très attaché à son instrument ancestral, il milite pour sa conservation, même s'il faut briser certaines règles. Vous voyez le konting là, tu le joues jusqu'à une fois marié, tu abandonnes. La lutte traditionnelle aussi, c'est la même chose. Bon, moi, j'ai dit que si on laisse le konting, il va disparaître. Parce que eux, c'est comme ça. Mais moi, en tant que Peul, si je le joue, ils vont se dire, mais c'est pas possible. C'est un Peul qui exploite notre patrimoine. Et j'ai vu que maintenant, il y a des orchestres qui se créent à base de konting. Après avoir arrêté de jouer, il finit par reprendre son instrument
avec un autre groupe d'orchestre. Quand je me suis marié, ma femme s'est adressée à ma maman pour dire de ne plus jouer le compte parce que je suis populaire. Et si je suis populaire, c'est surtout les femmes. Donc la jalousie aidant, elle a demandé à ma maman de me demander de ne plus jouer. Je n'ai plus joué. Jusqu'au moment où j'ai démissionné de l'administration, il n'y avait plus à faire. Il y a un gars qui est venu me voir pour qu'on crée un orchestre qui s'appelle Ejam Kassa, écoute du Kassa. Le gars est venu voir, j'ai laissé, c'est parce que je suis... Non, le musicien ne vieillit pas. Il joue jusqu'au moment où il ne peut pas. C'est avec le groupe Ejam Kassa qu'il va remporter le premier trophée régional avant de faire le tour du Sénégal. Mais il sera très vite déçu. Quand on a gagné le trophée en 1998, on a été à Dakar, on a été à Thiès, on a été à Saint-Louis, on a été à Kolda pour 10 000 francs chaque spectacle. Mais on nous a découragés parce que le trophée, quand tu es premier, on te donne 1 500 000. Nous, on a eu un djembé et 6 mètres de tissu. Ce qui veut dire que ce que vous faites n'est pas bon. Mais pourtant, on devait nous donner ce qu'on donnait aux autres. Et pourquoi j'ai dit que mon conting, là, c'est moi qui l'aime. Et jusqu'ici, vous voyez mon âge, j'ai 75 ans. J'entre dans ma 75e année. Je n'ai rien. Le Peul, natif du Kassa, a été aussi un grand lutteur dans sa jeunesse. On le surnommait Ayenga Banyel, le tombeur des jeunes. Je n'étais pas champion, mais j'étais un bon lutteur. Je suis connu dans le département d'Oussi. Ce n'est pas la génération actuelle. Mais j'étais en tant que Peul qui va lutter avec les autres. Les autres ne sont que des Diola. Bon, tout le monde veut lutter avec le Peul. C'est là qu'on m'a connu comme quoi un bon lutteur. C'est ça, on m'a surnommé Ayenga Banyel, c'était le tombeur des jeunes. Pour ses voisins, Abdoulaye est un homme sociable et courtois. Bon, Abdoulaye, vraiment, c'est un type formidable. Bon, il m'anime ici. Bon, vraiment, on farce, on s'entend bien. Il est sans problème, vraiment. Le papa est une personne vraiment exceptionnelle. Je ne sais même pas quoi dire. Juste prier pour lui. Le septuagénaire a travaillé dans l'administration comme gestionnaire de patrimoine bâti. Aujourd'hui, à la retraite, il ne souhaite que l'accompagnement d'un producteur ou de l'État. En attendant, Ayenga Banyel va continuer à faire plaisir à ses proches. Dans son répertoire, il chante l'amour et sensibilise sur les grands sujets de l'heure. Voilà, donc merci beaucoup, Michel Mendy. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.